Bonjour, bienvenue une fois encore de plus à notre vidéo. Aujourd'hui, nous restons toujours dans les applications et les limites de la théorie du consommateur. Et nous sommes dans cette série depuis quelques moments. Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur l'arbitrage travail-loisir, mais dans sa dimension statique comparative. La statique comparative de ce thème va nous permettre de comparer un peu l'impact de la variation de certains éléments constitutifs de notre modèle sur l'offre de travail que peuvent faire les ménages sur le marché du travail. Et cette statique comparative, nous allons la commencer à travers la mesure de l'impact de la variation de revenus non salariaux sur l'offre de travail. C'est-à-dire que nous allons supposer que le revenu, sinon les revenus non salariaux, M, augmentent ou encore baissent, en d'autres termes varient. Et quel va être l'impact d'une telle variation sur l'offre de travail des ménages sur le marché du travail. Et à partir de là, nous allons aussi, dans un second temps, mesurer l'impact de la variation du salaire nominal sur l'offre de travail. Donc ce sont les deux dimensions que nous allons examiner l'une après l'autre. Nous allons d'abord nous attaquer à ce premier élément, à l'impact de la variation de ce premier élément sur l'offre de travail. Puis nous allons nous appesantir sur la variation du taux horaire sur l'offre de travail des ménages sur le marché de l'emploi. L'effet d'une variation des revenus non salariaux. Nous avions dit que un exemple de revenus non salarial n'est autre chose que les allocations familiales, par exemple. C'est-à-dire que là, nous essayons d'analyser quelles peuvent être les conséquences possibles de l'augmentation ou de la baisse de ces revenus sur l'offre de travail des ménages. Pour cela, nous partons d'abord de notre programme objectif initial. Le programme objectif initial que nous avions établi dans la précédente vidéo nous permettait de maximiser l'utilité du consommateur sous sa contrainte d'allocation du temps. Et nous étions arrivés à la conclusion que la résolution de ce programme objectif nous permettait d'atteindre un équilibre initial L0. Donc à partir E0, disons, à partir de cet équilibre initial-là que nous avons là, nous pouvons maintenant continuer démarrer, si on peut le dire ainsi, démarrer notre statique comparative. Maintenant, nous supposons que les revenus non salariaux M0 ici, MO ou M0, passent à M1, toutes choses égales par ailleurs. Mais avec la condition que M0 en réalité augmente. Ça veut dire que nous faisons l'hypothèse que les revenus non salariaux ont augmenté. Maintenant, quels peuvent être les impacts possibles d'une telle augmentation sur l'offre de travail des ménages dans une économie, bien sûr. Et dans ce cas, nous allons en ce moment savoir que le passage de M0 à M1 impacte la contrainte d'allocation du temps. Comme on peut le constater là, nous avons une nouvelle contrainte d'allocation du temps ici. Et la résolution de ce programme va nous permettre d'avoir un deuxième équilibre, un nouvel équilibre qu'on va appeler E1. Et cet équilibre est obtenu à la suite de quoi? À la suite de la variation des revenus non salariaux qui passe de M0 à M1. Et maintenant, on va représenter cela graphiquement. Et de la représentation graphique nous permet de présenter dans le plan que nous avons là la contrainte budgétaire d'allocation du temps que nous avons là. Et cette contrainte va être tangente à une courbe d'indifférence qui n'est autre chose que la courbe d'indifférence initiale que nous avons ici, qui est I0. Et à partir de là, nous avons l'équilibre I0. Maintenant, nous avons cet équilibre-là. À partir de cet équilibre-là que nous avons là, E0 là, nous allons maintenant représenter la seconde situation, le second équilibre, qui est celui-ci là. C'est-à-dire un équilibre qui est obtenu à la suite de la variation de M1. Et à partir de là, nous pouvons maintenant représenter la nouvelle contrainte
budgétaire d'allocation du temps, qui est celle-ci. Et cette nouvelle contrainte budgétaire va être tangente à une nouvelle courbe d'indifférence, U0, U1 ici, et va nous permettre d'avoir un équilibre E1. Et cet équilibre E1 correspond en réalité à cette situation d'équilibre-là. Mais qu'est-ce que nous constatons à partir de là? Nous constatons qu'une variation des revenus non salariaux n'impacte pas la pente de la contrainte budgétaire d'allocation du temps. Et donc, ce qui fait que les deux contraintes que nous avons là vont être celle-ci et cette dernière vont être parallèles parce que simplement, c'est c'est M0 qui a varié pour atteindre M1 là et cela va nous permettre maintenant d'avoir des contraintes d'allocation du temps parallèle. Et du coup, qu'est-ce que nous constatons en termes de consommation? En termes de consommation, la consommation initiale avec C0 passe à C1, donc elle augmente. Et en termes de loisirs, on passe de L0 pour aller à L1 ici. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette variation? Que quand les revenus non salariaux augmentent, toutes choses égales par ailleurs, cela va entraîner un déplacement parallèle de la contrainte d'allocation du temps. Et ce déplacement parallèle va induire, quand il s'agit d'une augmentation, va induire une augmentation des quantités de biens consommés et une augmentation de loisirs. Ce qui suppose quoi? Que les ménages peuvent acheter plus de biens et services tout en travaillant moins. Parce que déjà, le gouvernement central ou régional ou encore local ou les collectivités accordent plus de revenus aux ménages. Et ce qui va permettre aux ménages d'acheter plus de biens avant que l'augmentation n'ait lieu. Donc, en définitive, nous pouvons nous appesantir sur cette conclusion-là, que quand M augmente, nous constatons que le loisir et la consommation des biens et services augmentent, toutes choses égales par ailleurs, donc ce qui fait que l'offre de travail va baisser. Donc dans une économie, il y a certaines limites que les allocations familiales ou encore les revenus non salariaux ne doivent pas dépasser pour ne pas décourager les ménages à offrir les biens et à offrir le travail sur le marché. Parce que comme nous pouvons le constater là, quand M0 est passé à M1 avec M1 supérieur à M0, cela a poussé les ménages d'avoir plus de temps de loisirs, mais tout en consommant encore un peu plus, comme nous pouvons le constater sur ce graphe-là ici. Et c'est le phénomène contraire va se produire si, par exemple, le gouvernement central ou encore les collectivités ou encore le gouvernement régional décide, par exemple, de réduire les allocations familiales ou encore décide de réduire les revenus non salariaux. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Dans ce cas, l'offre de travail va augmenter afin que les ménages puissent atteindre le même niveau de consommation. Et donc, cela va se traduire si les revenus non salariaux baissaient, les offreurs de travail vont offrir plus de travail afin d'atteindre ne serait-ce que le niveau initial avant baisse des revenus non salariaux. Par contre, si les revenus non salariaux augmentaient, cela va décourager les ménages d'offrir plus de travail parce que simplement, ils peuvent atteindre le même niveau de consommation, sinon même un peu plus, sans offrir assez de force de travail sur le marché du travail. C'est ce qui se passe là. Avec l'augmentation de M, les pentes ne bougent pas, donc les deux contraintes vont être parallèles et cela va induire une augmentation de loisirs et une augmentation de la quantité de biens consommés. Et donc, nous pouvons retenir que les allocations, une fois qu'elles varient, ou encore une fois que les revenus non salariaux varient, la pente de la contrainte d'allocation du temps que nous avons là ne sera pas atteinte. Donc les différentes contraintes vont être parallèles. Cela va induire dans une augmentation des revenus non salariaux, une augmentation des loisirs, des temps de loisirs et de la consommation. Dans une dynamique de baisse, cela va induire une baisse de loisirs, donc une augmentation de l'offre de travail et une augmentation, si possible, ou une stagnation de la consommation de biens et services. Maintenant, qu'en est-il de l'impact de la variation du taux horaire? Là, ce n'est pas aussi évident comme nous l'avions dit dans
dans la précédente vidéo, dans le précédent élément que nous avions vu tantôt. Et là, nous faisons à peu près la même chose, la même réflexion. On part de notre programme objectif initial et la résolution de ce programme objectif initial nous permet d'avoir cet équilibre initial-là. Et avec cet équilibre initial, nous pouvons maintenant avoir les quantités L0 et C0 qui maximisent l'utilité que nous avons là. Et à partir de cet équilibre, nous supposons que le taux horaire varie. Mais le taux horaire varie à la suite d'une augmentation. C'est comme si le taux horaire passe de W0 à W1, toutes choses égales par ailleurs. Avec comme condition W1 plus grand que W0. Donc c'est comme si nous faisons l'hypothèse que le taux horaire a augmenté. Nous pouvons faire l'hypothèse aussi d'une baisse, mais dans cette vidéo, nous faisons seulement cette hypothèse-là. Mais c'est juste une réflexion symétrique qu'on fera si c'est la baisse, par exemple, du taux horaire. Alors, à partir de là, la contrainte budgétaire initiale, nous l'avons. Et sa pente, c'est moins W0 sur P, qui n'est autre chose qu'en valeur absolue que le salaire réel. Nous l'avions dit dans la vidéo précédente. Maintenant, la contrainte après variation de W devient W1 sur PL, la pente de cette contrainte. Maintenant, qui n'est autre chose en valeur absolue que le salaire réel. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les deux pentes ne sont plus les mêmes. Ça veut dire que les deux équations que nous avions là et là ne sont plus parallèles. Elles sont séquentes quelque part dans le plan. Parce que simplement, elles n'ont pas la même pente. Et à partir de là, quel va être l'impact de la variation de W en ce moment sur l'offre de travail? En d'autres termes, si le taux horaire augmentait ou le taux unitaire du travail augmentait, quel est l'impact de cette augmentation sur l'offre de travail? Et nous avions dit, contrairement au cas d'une variation des revenus non salariaux, dans ce cas, on ne peut pas se prononcer automatiquement. Il va falloir qu'on décompose l'impact de cette variation-là en deux effets. En un effet substitution et un effet revenu. Ce sont ces deux effets qui vont nous permettre de prendre une position bien précise en fonction de la dominance de l'un ou l'autre des effets. Et c'est ce que nous verrons à partir de cette situation. Qu'est-ce que nous constatons là? Nous avons nos deux équations de contrainte d'allocation du temps. Ça, c'est avant la variation du revenu et ça, c'est après la variation du revenu. Et à partir de là, nous pouvons maintenant graphiquement décomposer les deux effets. Et d'une manière générale, nous pouvons dire que la contrainte d'allocation du temps initiale, c'est celle-ci. C'est-à-dire que c'est cette équation-là que nous représentons là. C'est elle qui est représentée là. Et son équilibre nous permet d'avoir E0, comme on l'avait dit précédemment. À partir de cet équilibre-là, ça c'est la quantité de loisirs qui est offerte, qui est demandée par les ménages à ce stade-là, dans ces conditions. Et à partir de cet équilibre initial, nous allons supposer qu'il va y avoir une rotation. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher maintenant un revenu transitoire. Et la détermination de ce revenu transitoire nous permet d'avoir cet équilibre-là, qui va nous permettre d'avoir un équilibre transitoire. Mais en réalité, cet équilibre-là n'existe pas dans la réalité économique, parce que c'est un équilibre qui est créé par le fait que nous supposons que le consommateur doit toujours atteindre un certain niveau d'utilité, tout à la suite de la variation du pouvoir, à la suite de la variation de son revenu unitaire, du taux unitaire. Donc le passage de LO à LT permet en ce moment de déterminer ce que nous appelons l'effet substitution. Et une fois que nous représentons en ce moment cet équilibre-là, cet équilibre en ce moment va nous permettre d'avoir l'équilibre final que nous allons appeler E0. Et le passage maintenant de LT là à LF
permet de déterminer ce que nous appelons l'équilibre final et l'effet revenu. Et en ce moment, nous pouvons constater quoi? Nous pouvons constater à partir de ce graphe que, dans ce cas précis, nous avons vu que l'effet de substitution est négatif parce qu'on quitte de L0 pour venir à L1, tandis que l'effet revenu est positif parce qu'on quitte de LT pour aller à LF. Donc nous constatons à partir de ce graphe que l'impact de la variation de W, qui passe de W0 à W1, est décomposé en deux effets qui sont en réalité de signes opposés. L'un est négatif, à savoir l'effet substitution, et l'autre est positif, à savoir l'effet revenu. Et à partir de là, c'est la combinaison de ces deux effets de signes opposés qui permet maintenant de dégager quels seront les comportements des ménages quand le taux horaire va varier. Maintenant, nous pouvons résumer en ce moment ce que nous venons de dire. En résumé, nous pouvons dire que l'effet revenu, comme nous l'avons dit, et l'effet substitution s'opposent pour la simple et unique raison que le loisir est un bien normal. Ça veut dire quoi? Que plus les gens deviennent riches, il y a de fortes chances que les gens augmentent leur demande de loisirs. Donc ça, c'est le premier constat qu'on doit avoir. Donc l'effet revenu fera que les gens vont demander plus de loisirs parce que le taux horaire du salaire a augmenté. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, que les ménages, avant augmentation, s'ils faisaient par exemple 15 heures par semaine pour atteindre le même niveau de loisirs, après augmentation, ils feront moins de 15 heures pour atteindre le même niveau de consommation. Donc, ils peuvent maintenant substituer au travail, le loisir. Et c'est ce qui est expliqué. Cet effet est capté par l'effet revenu ici. Mais dans cette dynamique, maintenant nous pouvons dire que si le taux horaire augmente, ça veut dire que le salaire réel a augmenté, toutes choses égales par ailleurs, l'effet substitution a tendance à diminuer le loisir. Donc l'offre de travail va augmenter. Qu'est-ce que cela suppose? Cela suppose que comme le salaire horaire va augmenter, cela va faire en sorte que le coût d'opportunité du loisir devient très élevé. Donc cela peut nous permettre de supposer que les ménages, au lieu de relâcher le travail, vont continuer à offrir encore du travail. C'est ce qui fait que cet effet a tendance à diminuer le loisir et c'est ce qui est apparu sur la première tendance de notre graphe où on a quitté de L0 pour aller à LT où le loisir a diminué. Tandis que l'effet revenu, comme nous l'avons dit, quant à lui, a tendance à augmenter le loisir. Donc l'offre en ce moment va diminuer. Donc nous constatons là qu'il y a une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que l'effet revenu a tendance à diminuer l'offre de travail, tandis que l'effet substitution à travers l'augmentation de W, donc du coup de W sur P, a tendance à faire augmenter l'offre de travail parce que le coût d'opportunité du loisir devient très élevé. Ce sont ces deux effets combinés qui permettent de dégager quelle est la situation qu'un ménage va choisir. Est-ce que le ménage va continuer à offrir du travail quand le salaire horaire va augmenter ou au contraire le ménage va se relâcher en diminuant son offre de travail? D'où la question, lequel des deux effets dominera? Donc, de manière spécifique pour un individu, c'est le plus souvent les analyses économiques ont montré que la tendance, elle est partagée. Elle est partagée pourquoi? Parce que simplement, pour un départ, il y a de fortes chances que pour des ménages très jeunes, pour des ménages qui viennent pour la première fois sur le marché du travail, que pour ce type de ménage, l'effet de substitution soit plus important que l'effet revenu. Ce qui fera que quand le salaire horaire va augmenter, les ménages vont continuer à offrir plus dans le but d'avoir plus de revenus et pouvoir consommer plus. Donc ce qui aura pour tendance à diminuer en réalité la demande de loisirs et donc il y aura pour tendance à augmenter l'offre de travail. Ça c'est pour
un ménage qui, dans un premier temps, est en train de constituer un patrimoine. Donc, le ménage se trouve dans une dynamique d'accumulation de richesses, etc. Et dans cette période-là, l'effet de substitution va être dominant. Et tandis que pour les ménages, une fois que ce ménage atteint un certain niveau de patrimoine, en ce moment, c'est l'effet revenu qui dominera. Et cela va se traduire par quoi? Cela va se traduire par maintenant une baisse de l'offre de travail, même si le taux horaire que nous avons là, même si le taux horaire augmenté, donc cela va amener une baisse de l'offre de travail, donc une augmentation de loisirs, parce qu'en ce moment, le ménage se trouve dans une dynamique dans une dynamique où l'effet revenu devient très très important. Et c'est ce que nous voyons là sur ce graphe, et c'est ce qui nous permet de dire que la courbe d'offre individuelle d'un ménage peut avoir cette allure-là, c'est-à-dire une courbe d'offre retournée. Et sur cette courbe d'offre, nous pouvons constater que pour un départ, quand le taux horaire est à W1, le ménage va offrir T1. Et quand le taux horaire passe à W2, comme nous pouvons le voir, le ménage va continuer à offrir T2. Et qu'est-ce que nous constatons là? Entre W1 et W2, le taux horaire a augmenté, mais nous constatons que l'offre de travail aussi a augmenté. Donc, cette tranche traduit en réalité le comportement d'un ménage chez qui chez qui l'effet de substitution domine l'effet revenu. Mais une fois que le ménage atteint ce niveau de force de travail qu'il offre, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, si le taux horaire augmente, le ménage, au lieu de continuer d'offrir, maintenant quitte le sillage lié à la dominance de l'effet de substitution qui se trouve entre le segment AB. Maintenant, on va entrer dans un moment où l'effet revenu devient en ce moment très important. Et à partir de là, au lieu d'augmenter son offre de travail, à la suite de l'augmentation du taux horaire, le ménage va offrir moins de travail que précédemment. Pourquoi? Parce que simplement sur cette tranche-là que nous avons, voilà, de B jusqu'au vers ce point-là, vers W ici, c'est l'effet revenu qui va dominer. En ce moment, le ménage va plus demander du loisir et offrir moins de travail. Et c'est ce qui nous permet de conclure que l'offre de travail d'un ménage individuel ou d'un individu est une courbe retournée, comme on peut le voir, parce que simplement, il n'y a pas un effet qui domine automatiquement un autre, mais ça dépend du comportement du ménage. Ce qui fait qu'un ménage qui vient pour la première fois sur le marché du travail va avoir tendance à offrir plus, donc l'effet revenu va être dominé par l'effet de substitution jusqu'au point B. Et au-delà de ce point, c'est l'effet de substitution qui va maintenant, c'est l'effet revenu qui va commencer à dominer l'effet revenu. L'effet revenu va commencer à dominer l'effet de substitution. Et en ce moment, toute augmentation de W sera traduite par une baisse de l'offre de travail, comme on peut le constater ici avec W3T. Voilà, c'est sur ces mots que nous fermons notre discussion. Mais avant cela, nous pouvons maintenant insister sur un seul point, c'est de dire simplement que la courbe d'offre individuelle est retournée, mais la courbe d'offre du marché n'est pas une courbe retournée, elle est une courbe inclinée vers le haut, pour la simple et unique raison que, intuitivement, sur un marché, plus le taux horaire augmente, l'augmentation de ce taux horaire va attirer plus d'offreurs sur le marché en question. Mais individuellement, il faudrait qu'on aille vers la décomposition en effet de substitution et en effet revenu pour essayer de déterminer. Et c'est ce qui conduit à une courbe d'offre individuelle retournée, tandis que la courbe d'offre sur le marché est inclinée vers le haut comme d'habitude. C'est sur ces mots que nous fermons cette vidéo relative à l'arbitrage travail-loisir. On se donne rendez-vous pour une nouvelle séance. D'ici là, portez-vous bien.